Leïla Camara. J'ai 20 ans d'expérience dans les services financiers, dont 14 ans aux côtés d'une clientèle composée de sociétés de gestion. Et c'est en travaillant au plus près de leurs activités que je me suis intéressée à leur activité d'investissement responsable. Et entamé cette étude sous la direction du professeur Nekili, dans le but de leur apporter de la visibilité sur leurs impacts, sur l'impact de leurs investissements responsables et de leur proposer des solutions adaptées. En effet, le contexte réglementaire les contraint à intégrer dans leur stratégie d'investissement les objectifs de neutralité carbone, soulevés par les contrats cadres des Nations Unies, en effet, du protocole de Kyoto, aux accords de Paris, au pacte vert européen. L'objectif est le même, il est celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les régulateurs en Europe ont décliné certaines réglementations à destination des entreprises du secteur financier et de l'ensemble des entreprises en vue d'atteindre l'objectif de neutralité carbone. Aussi, les données économiques sur le thème sont éloquents. Les investissements ESG en Europe progressent de 19% entre 2016 et 2021 en Europe. Les sociétés de gestion s'organisent et s'engagent à travers différentes initiatives telles que les principes pour l'investissement responsable initiés par les Nations Unies à atteindre cet objectif. Pour les prix, les montants, les encours sous gestion s'élèvent déjà à plusieurs milliers de milliards de dollars. Plus récemment, une initiative appelée le Net Asset Manager Initiative, lancée en 2021, dont l'encours s'élève à près de 56 000 milliards de dollars, englobe les sociétés de gestion du monde entier dans le but de réduire les investissements dans les sociétés polluantes à la faveur des sociétés non polluantes. Ainsi, au vu de ces réglementations qui sont censées nous encourager en tant qu'investisseurs et en tant qu'entreprise à atteindre cet objectif climatique, nous nous sommes interrogés sur le rôle de l'ISR et son impact dans les performances environnementales et financières des entreprises dans lesquelles il investit. Et afin d'adresser ces questions, nous avons suivi une approche hypothético-déductive en parcourant la revue de littérature en fonction de 3 thèmes, ce qui nous a permis de poser 4 hypothèses que nous avons analysées à travers une étude empirique sur base d'un échantillon de fonds que nous avons sélectionné en suivant une méthodologie non probabiliste par quota qui a donné lieu donc, à la société de gestion Amundi citée dans notre titre. Nous avons obtenu des résultats essentiellement axés sur une problématique en lien avec l'innovation environnementale, ce qui nous a permis d'émettre une proposition à l'attention des sociétés de gestion. Et comme notre sujet est étroitement lié aux relations qui existent entre les différentes parties prenantes, je vous propose tout d'abord de contextualiser ces parties et pour mieux comprendre en fait les différentes interactions. Nous avons d'un côté l'investisseur final qui effectue des placements dans des titres, dans des fonds ISR répondant à des critères ESG émis par des sociétés de gestion, lesquelles investissent ces actifs dans des titres cotés émis sur les marchés réglementés. Nous avons 2 types d'intervenants qui vérifient les données extra-financières. Le label ISR qui vérifie la validité des fonds ISR et attribue des labels. Et nous avons les agences de notation qui vérifient la fiabilité des stratégies RSE mises en place par les entreprises et émet des notations. Au centre, nous avons le régulateur avec les différentes réglementations qui s'appliquent à ces parties.
La revue de littérature, autour des 3 thèmes évoqués, concerne la relation entre l'ISR et la performance environnementale, la relation entre l'ISR et la performance financière et la relation entre la performance environnementale et la performance financière des entreprises cotées. Ce qu'elle relate, c'est une réelle volonté de la part des investisseurs à influer sur la politique RSE des entreprises. En effet, l'ISR a une importance grandissante sur les cours boursiers car les entreprises intègrent de plus en plus les notions ESG dans leur stratégie RSE. Par voie de conséquence, plus l'entreprise développe sa RSE, plus elle attire les investisseurs responsables, mais pas seulement, ayant ainsi un effet positif sur la performance financière. Cela nous a permis de poser nos 3 premières hypothèses. Ensuite, la littérature soulève un manque d'études sur la mesure d'impact de l'ISR sur les performances environnementales et sur son rôle modérateur. Et c'est dans ce cadre que nous avons soulevé une 4e hypothèse selon laquelle l'ISR joue un rôle modérateur dans la relation entre la performance environnementale et la performance financière de l'entreprise investie. Au niveau des théories, nous avons retenu l'approche du business case pour la RSE de Vogel, la stratégique RSE de Baron et l'approche SMART de Doran. Pour mesurer les données environnementales, nous avons tiré nos informations du fournisseur de London Stock Exchange Group, qui inclut les données sur les émissions, les ressources et les innovations environnementales. Pour mesurer les données financières, nous nous sommes basés sur le Q de Tobin. Afin de parvenir à l'échantillon des 21 fonds que nous avons sélectionnés, nous avons suivi une méthodologie non probabiliste par quota en choisissant la société de gestion française leader sur le marché de la gestion d'actifs dans le monde, qui est Amundi. Nous avons sélectionné le label ISR qui est leader en Europe par son positionnement et par sa pertinence. Nous avons identifié les 10 entreprises dans lesquelles nos fonds investissent. Nous avons collecté les données financières et non financières de ces 10 entreprises. Parce que je vois le zoom qui... Voilà. Recording in progress. Nous avons donc collecté les informations sur ces 10 entreprises et nous avons donc testé l'ensemble de ces informations à travers une étude empirique. Donc nous avons procédé à des tests de régression Schur et linéaires simples, ce qui nous a permis d'obtenir 279 observations. Les résultats que nous avons obtenus sont assez significatifs, notamment en ce qui concerne les entreprises polluantes. Donc, ils indiquent que l'ISR a un effet significatif positif sur les composantes émissions et ressources des entreprises polluantes. Cependant, l'effet semble être négatif sur les entreprises polluantes au niveau de la composante de l'innovation environnementale et l'impact a également un effet négatif sur la performance financière des entreprises cotées. Recording in progress. Concernant le rôle modérateur de l'ISR, le résultat est amplifié. Plus on investit de l'ISR, plus la performance environnementale a un effet négatif sur la performance financière des sociétés polluantes et ce résultat est d'autant plus notable sur la composante innovation environnementale. Soulève ces résultats. Il soulève vraisemblablement un manque d'investissement de la part des entreprises polluantes dans leur politique d'innovation environnementale. Or, l'innovation environnementale ne fait l'objet d'aucun point spécifique des réglementations et ne fait pas non plus l'objet
d'un point de contrôle de la part du label ISR. Aussi, il semblerait que l'innovation environnementale représente un coût pour les entreprises. Les besoins en financement sont nettement supérieurs aux subventions qui leur sont accordées par les pouvoirs publics. C'est un secteur à risque, l'ensemble du secteur des activités polluantes, car les entreprises s'engagent à désinvestir de celles-ci afin de favoriser les entreprises non polluantes. C'est la raison pour laquelle nous pensons que plutôt que de se désengager des investissements de ces entreprises, il serait préférable de les accompagner dans la transition énergétique par la création d'un portefeuille d'investissement destiné à financer l'innovation environnementale par et pour les entreprises polluantes, en ciblant le financement de deux types d'entreprises. Les entreprises cotées qui déploient une forte stratégie en best et forte, en innovation environnementale, et les entreprises non cotées. Deux types d'entreprises non cotées, celles qui ont un fort potentiel en innovation environnementale dans un secteur d'activité spécifique que nous avons identifié, et celles qui innovent dans la production d'électricité, dans la mesure où l'électricité représente le plus fort potentiel de réduction des émissions. Ainsi, pour constituer notre portefeuille, nous nous basons sur la matrice du Harvard Business Review, qui est une cartographie des besoins en innovation environnementale des entreprises en fonction de la criticité climatique et en fonction du niveau d'innovation déjà déployé sur le marché. Nous avons projeté sur cette matrice les secteurs d'activité les plus rentables et les entreprises dans lesquelles notre échantillon de fonds investit déjà. Et par ailleurs, nous avons sélectionné des entreprises non cotées à partir d'un panel de Green Tech Innovation que nous avons projeté de la façon suivante. La N-zone étant la zone la plus critique d'un point de vue environnemental, et c'est la zone pour laquelle vraisemblablement il manque de l'innovation sur le marché, nous pourrions investir dans Airbus BioMitech. Pour la zone Hazard Ahead, qui est donc modérément critique, mais néanmoins dans laquelle il y a encore très peu d'innovation, nous pourrons investir dans des sociétés telles que Siemens ou Calisteo. La Chaos Zone est celle dans laquelle l'innovation a été relativement dynamique, mais qui présente toutefois une urgence climatique. Comme dans les secteurs pharmaceutiques, nous pourrions envisager d'investir dans Sanofi, leur moto. Et enfin, l'Anticipation Zone, qui correspond à la zone la moins critique et dans laquelle il existe déjà un certain nombre d'innovations, en envisageant dans le secteur textile Hermès ou Synovance. En termes de structuration de portefeuille, de façon à allouer de façon stratégique ces investissements, nous pourrions envisager d'allouer 80% aux 4 compartiments que nous venons de voir et 20% à des startups dédiées à innover dans le secteur de l'innovation environnementale. Les 4 compartiments sont identifiés en fonction du niveau de pollution, en fonction du profil de risque des investisseurs et en fonction du niveau d'investissement, basé sur les informations tirées de notre échantillon Amundi. Par exemple, pour la N-zone, qui est la zone la plus critique et la plus urgente à adresser, la société Amundi investit le moins dans cette zone. Recording in progress. Compte tenu de son importance et de son urgence, nous décidons de lui allouer la plus grande part d'investissement. Ainsi, sur une période d'investissement de 8 à 10 ans, nous verrions nos startups se développer grâce au développement des brevets, lesquels bénéficieraient à l'ensemble du secteur polluant et aux entreprises dont une partie serait détenue dans notre portefeuille, lesquelles, plutôt que de voir leur performance financière décliner
à cause du retrait des investisseurs de leur portefeuille, verraient leur valeur financière reprendre de la valeur, justement, grâce à une stratégie d'innovation pertinente et réfléchie. Ainsi, nous pourrions envisager de désinvestir à horizon 8-10 ans et distribuer les plus-values à nos porteurs de parts qui ont contribué à la réalisation et au succès de ce projet. Bien évidemment, notre étude présente un certain nombre de limites. Par exemple, au niveau de la fiabilité des données, le London Stock Exchange Group n'étant pas certifié. Également, au niveau de l'échantillonnage, nous pourrions appliquer d'autres méthodologies qui pourraient s'avérer être plus concluantes ou adresser un spectre d'échantillons plus large, intégrant d'autres sociétés de gestion. Et également un manque de données qualitatives émanant des directions des entreprises polluantes et des managers, des gérants de portefeuille qui auraient pu apporter une validation de nos résultats. Il y a eu d'autres propositions émises aux autres parties prenantes que nous avons évoquées, dont nous pourrions discuter. Je remercie l'ensemble des professeurs qui ont contribué à faire évoluer ce travail et je suis à votre disposition pour vos questions et je vous remercie de votre attention.